Au vu des intrigues récentes, il est clair que la fin du manga est proche. De nouvelles infos sur le siècle oublié, un seul et unique dernier Road Poneglyph manque pour se rendre à Laugh Tale, Barbe Noire, Shanks et même le gouvernement mondial passent réellement à l'action et les enjeux n'ont jamais été aussi importants depuis le début du manga. Pourtant, au-delà de toutes ces révélations et intrigues, certains personnages essentiels à la fin de l'histoire n'ont pas encore été bien développés, ne sont pas encore apparus et peut-être même que certains n'ont pas encore été mentionnés. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ces personnages qui sont tous plus attendus les uns que les autres et qui sont sur le point de bouleverser le monde de One Piece. Alors likez la vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Dragon est un personnage qui est apparu très tôt dans l'histoire et dont on commence tout juste à réellement parler. Ce qu'on sait de lui pour l'instant, c'est qu'il est à la tête de l'armée révolutionnaire, une armée qui n'a qu'un seul objectif, protéger le monde de l'influence du gouvernement mondial, en faisant tout pour mettre à mal cette organisation fondée il y a 800 ans. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des, si ce n'est le plus grand criminel au monde, ce qui pourrait aussi jouer sur sa prime, qui pourrait bien être la plus élevée de l'histoire, dépassant ainsi celle de Roger, l'ancien roi des pirates. Dragon a toujours détesté le gouvernement mondial et a toujours agi contre ces derniers de manière plus ou moins directe. Il y a 22 ans encore, il était à la tête d'un tout autre groupe qui se faisait appeler les combattants de la liberté. Un groupe sûrement moins agressif et moins combatif qu'aujourd'hui puisqu'on apprend qu'en réalité Dragon déteste la guerre. Seulement c'est à partir de l'incident d'Ohara, dans lequel tous les archéologues ont péri pour avoir simplement tenté de s'intéresser à l'histoire, qu'il a décidé de réellement agir en créant une force militaire importante qui deviendra l'armée révolutionnaire qu'on connaît actuellement. À travers ce chapitre 1066, on apprend que Dragon déteste la guerre et a malgré tout décidé d'en mener une face à la plus grande force militaire du monde, dans le but de ne plus jamais avoir à assister à un incident comme celui qui a eu lieu sur Ohara. Malgré tout, il reste encore énormément de parts d'ombre le concernant, notamment ses pouvoirs. En effet, on soupçonne depuis Locktown qu'il possède des pouvoirs, parce que dès son arrivée sur l'île, une tempête s'est tout de suite fait sentir. Une tempête qui a sauvé Luffy d'une mort certaine et qui leur a été plus que profitable, puisqu'elle a neutralisé les soldats de la marine et a protégé leur bateau de l'équipage de Baggy, qui avait prévu d'y mettre le feu. Il est possible alors qu'il ne soit pas étranger à cet événement, et qu'il possède une capacité lui permettant de modifier la météo. Avec une information comme celle-ci, on peut aussi penser qu'il serait l'homme à la cicatrice de feu, possédant des informations sur le dernier Road Poneglyph, puisque d'après Lafitte, c'est un personnage naviguant sur un grand bateau noir, faisant couler quiconque tente de s'en approcher en faisant apparaître de mystérieux vortex. Ce serait un poids énorme pour l'armée révolutionnaire que de posséder l'une de ces 4 pierres. Grâce à ça, le gouvernement ne pourrait simplement pas les ignorer et serait une réelle menace pour l'organisation mondiale. Bien que je me fais un peu la même réflexion pour le gouvernement, qui aurait tout intérêt à lui aussi posséder au moins l'une de ces 4 pierres pour bloquer complètement l'avancée des prétendants au titre de roi des pirates. Malgré le fait qu'on en sache peu sur lui, on comprend que ses convictions sont fortes et il est certain qu'il aura un rôle capital dans la réussite de l'objectif des Mugiwara vers le One Piece. Loki est sûrement le personnage de cette vidéo dont on a le moins d'informations. En réalité, il est difficile de savoir s'il va réellement être un personnage important pour la suite de l'histoire, mais en étant le prince d'Elbaf, en ayant tout le contexte des relations avec les géants, Big Mom, Shanks, les Mugiwara et même le reste du monde, on se doute que les prochaines aventures de l'équipage de Luffy sur ces terres vont être décisives pour la suite de leur aventure. En arrivant sur l'île, les Mugiwara sont censés arriver en terrain connu, avec notamment Dory et Brogy qu'ils ont rencontrés lors de leur passage sur Little Garden, ainsi que Wamo et Kashi, les 2 géants que Usopp a sauvés des mains du gouvernement mondial sur Enies Lobby. En arrivant, ils seront certainement très bien accueillis. Il est donc possible que la source des problèmes qu'ils vont rencontrer là-bas, s'il y en a, se trouve auprès de Loki, le prince de l'île. Un prince tyran qui travaille pour le gouvernement mondial ou qui envie les dragons célestes, on peut imaginer énormément de choses. C'est une simple supposition, peut-être qu'il n'y aura pas de problème et qu'on en apprendra simplement plus sur les géants ou même sur le siècle oublié grâce à Zoro qui veille sur l'héritage des archéologues d'Ohara. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on sait que les Mugiwara accompagnés de Vegapunk vont bientôt partir en direction d'Elbaf, je suis persuadé que ce sera un arc important pour la suite de leur aventure et que là-bas, Luffy fera un pas de plus vers le One Piece.
Bien que personne n'ait conscience de son existence, Im est sans aucun doute le personnage le plus important du monde de One Piece. Celui qui, dans l'ombre, contrôle le gouvernement mondial et les décisions qui y sont prises. Et pour le moment, il est nécessaire que les personnes qui ont eu vent de son existence survivent le plus longtemps possible. On a appris récemment que le nom de Im apparaissait déjà parmi les 20 royaumes fondateurs de l'organisation mondiale il y a 800 ans à la sortie du siècle oublié. Sainte Im de la dynastie Nerona aurait vécu tous ces siècles sans que personne ne se rende compte de rien. Pour ça, il y a plusieurs possibilités, mais la plus probable est que le roi du monde ait un jour eu affaire au précédent possesseur du Hopéopé no Mi de l'eau, ayant alors reçu l'opération de jouvence. Comme on l'a appris sur Dressrosa, ce fruit est très convoité pour cette raison, cette capacité qui peut rendre immortel aux dépens de la vie de l'utilisateur. Il est également possible que Im possède ses propres pouvoirs, des pouvoirs qui lui ont permis de continuer de régner dans l'ombre pendant toutes ces années. En effet, dans le chapitre 1060, lorsque Mother Flame est utilisé pour faire disparaître le royaume de Lulusia, on a pu avoir l'impression qu'il a manipulé l'esprit des soldats de la marine chargés d'écouter les conversations entre Sabo et les révolutionnaires, simplement en leur parlant et en les persuadant que rien de tout ça n'est jamais arrivé. Avec tout ça, il est possible que Im ait en réalité obligé l'ancien possesseur du Hopéopé no Mi à utiliser l'opération de jouvence sur lui, afin qu'il ait tout le temps nécessaire pour retrouver les poneglyphes dispersés aux 4 coins du monde par Lili Nefertari, l'ancienne reine disparue d'Alabasta. Mais avant d'en apprendre plus sur tout ça, il est nécessaire que Vivi survive à la chasse lancée par Im. Comme Cobra nous l'a appris, il faut que Sabo puisse lui transmettre le contenu de la lettre de son ancêtre, qu'elle découvre qu'elle est une Di, qu'elle fasse perdurer la volonté de son père et de son ancêtre jusqu'à la chute du gouvernement mondial. Seulement, on sait que Sabo n'a pas pu entendre l'entièreté du contenu de la lettre de Lily à cause du bruit qui résonnait dans la salle du trône à ce moment-là. Ayant conscience qu'il n'a pas tout entendu, il est alors possible que la prochaine mission des révolutionnaires soit de mettre Vivi en sécurité, puis de partir en direction du royaume d'Alabasta pour mettre la main sur cette lettre et y apprendre la vérité partagée par les ancêtres des Nefertari. Le tout avant que Im ne décide de se débarrasser définitivement du royaume d'Alabasta. Il reste encore énormément de parts d'ombre concernant Im, que ce soit le personnage en lui-même ou même l'organisation qu'il dirige. Le trésor de Marie-Joise mentionné par Doflamingo, le chapeau de paille géant qu'on a pu apercevoir, il est clair que Im est une pièce essentielle à une très grande partie des mystères de ce monde. Après plus de 25 ans à passer dans l'ombre du manga, Shanks commence petit à petit à se révéler à nous. Depuis la fin de Wano, ses apparitions sont nombreuses et les révélations le concernant commencent à arriver. Néanmoins, il est encore entouré d'une très grande part d'ombre qui ne cesse de grandir à chaque nouvelle découverte. On se faisait déjà une idée, mais on a pu constater qu'il est vraiment très puissant et que la réputation de son équipage notamment n'est due qu'à lui et ses amis et non à la taille de sa flotte qui est pour le coup connue pour être vraiment faible. Contrairement à Big Mom ou même Barbe Blanche qui sont connus pour avoir beaucoup d'alliés et de territoires à travers le monde, Shanks prête son nom aux plus faibles pour les protéger et prouve à lui seul qu'ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais qui sont malgré tout aussi dangereux et puissants que les autres Yonko. Mais ce n'est pas le plus intéressant le concernant, parce que récemment, il est possible qu'on en ait appris plus sur son passé, sa famille et les relations étroites qu'il a avec le gouvernement mondial. En effet, dans le chapitre 907, on a appris qu'il avait le privilège de rencontrer les 5 doyens sans que cela n'ait de réelles conséquences. Et c'est depuis ce moment qu'on imagine évidemment qu'il a des liens avec le gouvernement et qu'il est très certainement quelqu'un de plus important qu'on ne le pense. Mais aujourd'hui, ces questions n'en sont presque plus, puisqu'on a fait la rencontre de Garling Figarland, qui est à la tête des Chevaliers Divins et dont le nom a déjà pu être entendu dans le film Red, sorti en 2022. D'après le film, et le tome distribué au Japon pour promouvoir ce dernier, Shanks aurait été trouvé encore bébé par Roger lors des événements de God Valley il y a de cela 38 ans. Il est donc possible que, de ce fait, Shanks fasse lui aussi partie de la famille de celui qu'on surnomme le champion de God Valley, lui offrant ainsi des privilèges notables comme celui de se rendre à Marie-Joise et rencontrer les 5 doyens à l'écart de toute sécurité malgré son statut de Yonko. Cette information a d'ailleurs été très largement sous-entendue par les doyens directement dans le film Red, en insinuant que si Uta était bel et bien la fille de Shanks, alors elle serait elle aussi une Figarland. 革命の芽を早めに継いでおかねば手遅れになる。あの娘がフィガーランド家の血筋でもか。 Les films ne sont pas forcément tous canons, et donc pour le moment rien n'est confirmé à 100%, mais le fait est que les informations sont là, et sont de plus en plus cohérentes avec ce qu'il est en train de se passer dans le manga. Je trouve ça dommage de dévoiler des informations aussi importantes dans un film, ou même dans un tome auquel seule une poignée de personnes ont accès, mais le fait est qu'il est plus que probable que Shanks soit bel et bien issu de la famille Figarland, qui semble avoir une place importante au sein du gouvernement.
Si c'est le cas, alors il est possible qu'il soit très loin des modes de pensée de sa famille, qui comme les dragons célestes se prennent pour des dieux, et il serait donc devenu ou resté pirate pour fuir ce mode de vie et cette vision des choses qu'il déteste tant. Un arc très intéressant le concernant pourrait alors arriver, le reliant même indirectement à Luffy, puisque comme on se doute, Garling va sûrement chercher à mettre la main sur la flotte des Mugiwara, qui ont tenté d'assassiner San Carlos, ce qui pourrait alors retomber sur Luffy à un moment ou un autre. Il est donc possible que la retrouvaille entre Shanks et le futur roi des pirates se fasse de cette façon, combattant la famille qu'il a reniée pour protéger la personne à qui il a décidé de faire confiance il y a 12 ans. Et évidemment, il reste encore beaucoup d'interrogations le concernant. Personnellement, j'aimerais beaucoup connaître la raison de ses larmes le jour où Roger est revenu de Lost Tale. J'ai envie d'imaginer quelque chose de fort, comme le fait qu'il lui ait fait une grosse révélation qui l'a poussé à continuer, mettre la main sur le Hito Hito no Mi et trouver le successeur de Roger. Mais c'est aussi possible que ce soit quelque chose de beaucoup plus simple. Il va bientôt mourir, ou alors il lui a annoncé en avance la dissolution de l'équipage. Aujourd'hui, Shanks a décidé de pleinement se lancer dans la course au One Piece, en rejoignant Barbe Noire et Luffy, et en prenant les road poneglyphs de Kid. Ayant déjà fait cette aventure une fois, il est possible que Shanks ait une longueur d'avance sur tous ses adversaires, ayant alors des informations sur le dernier road poneglyph, ou même sur l'homme à la cicatrice de feu, apparemment essentiel pour trouver la dernière pierre. Mais ça, je vous propose qu'on en parle la semaine prochaine, dans la deuxième partie de cette vidéo.